traction uniaxiale sur une éprouvette allongée. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on tire tout simplement aux deux extrémités avec des forces opposées F. Et le but de l'exercice, c'est d'écrire le tenseur des contraintes dans un point qui est, on va dire, central au milieu de l'éprouvette pour éviter les effets de bord. Donc classiquement, on va écrire petit x, la section droite de l'éprouvette, ici. On se place dans un repère avec l'axe 1 qui est l'axe, on va dire, horizontal et l'axe 2, l'axe vertical, même si ici, il n'y a pas d'effet de gravité. On ne va pas prendre en compte la gravité sur le système. Les forces, les efforts principaux proviennent uniquement de l'essai de traction ici. Alors, rappel de cours avant de démarrer. Le vecteur contrainte T, qu'on peut définir à n'importe quel point M pour une facette orientée par rapport à un vecteur petit n, s'écrit comme le produit du tenseur des contraintes sigma multiplié par le vecteur unitaire petit n. Donc on se réfère à ce petit dessin ici, où ici vous avez la facette, sa perpendiculaire petit n, et on va désigner par θ l'angle entre l'horizontale, l'axe 1 et le vecteur n. Donc le vecteur n va s'écrire sous cette forme-là ici, cos θ, sin θ est 0. Et le tenseur sigma, on connaît ses propriétés. C'est une matrice en fait 3 par 3 qui comporte les éléments diagonaux sigma 1, 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3. Et les éléments non diagonaux, sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 3. Ce tenseur est symétrique, ce qui fait qu'on retrouve ces éléments non diagonaux ici et ici. Donc, de manière tout à fait formelle, si on doit calculer le vecteur t à partir de ces deux écritures, ici, on va donc trouver sigma 1, 1 cos θ plus sigma 1, 2 sin θ pour la première composante, sigma 1, 2 cos θ plus sigma 2, 2 sin θ pour la deuxième composante, et sigma 1, 3 cos θ plus sigma 2, 3 sin θ. Voilà, donc pour le moment, on a répondu en fait à la première question, qui consiste à prendre une écriture formelle du vecteur t. Alors ensuite, sur la deuxième question, on nous propose de regarder en fait un équilibre mécanique global sur la moitié de l'éprouvette, sachant que on va prendre l'extrémité, la moitié gauche. C'est comme si on avait donc coupé l'éprouvette en deux morceaux avec une surface de coupe qui est orientée par rapport à la facette qu'on est en train de considérer. On a ici une force F à gauche, et ici on va écrire grand R vecteur, la résultante des forces qui s'appliquent sur cette face inclinée, cette facette inclinée virtuelle. Donc évidemment, si on veut être à l'équilibre mécanique, si on néglige tout effort de gravité, on doit écrire que R plus F est égal à 0, somme des forces égale à 0. Alors on va commencer par écrire la résultante des forces grand R. C'est quoi? C'est tout simplement une intégrale de surface du vecteur t pour tous les points M multiplié par un petit élément de surface ds. Et comme on est en traction en fait uniaxiale et que t est supposé uniforme dans toute la section, on va pouvoir le factoriser par rapport à l'intégrale, ce qui va nous donner ça. Donc tout simplement, il s'agit d'écrire t comme étant R comme étant le vecteur t multiplié par la surface, l'aire de la surface de coupe, et cette surface de coupe Sn est tout simplement égale à S sur cos θ, c'est simplement géométrique ici. Donc on va conclure en disant que R est égal à tout simplement T fois S sur cos θ. D'accord. Concernant la force F, il suffit de l'écrire dans le repère, c'est tout simplement égal à moins FE1, et on a à peu près fini d'écrire ce genre de choses. Voilà, donc on va servir de ça pour pouvoir maintenant utiliser notre écriture de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remplacer
tout ce vecteur t ici dans cette expression-là, et en fait en écrivant l'équilibre mécanique. Donc ça c'est l'objet de la question suivante, la question 3. Je vais vous inscrire ici pour aller gagner un peu de temps. Donc vous avez ici votre vecteur f, donc moins f sur la composante 1 et 0 et 0 sur la composante 2 et 3. Vous avez le préfacteur s sur cos θ ici, et ici vous reconnaissez le vecteur t. Et ça doit être égal à 0 parce que vous êtes en équilibre mécanique. Donc ici je développe simplement les trois lignes, la première ligne ici, la deuxième ligne, la troisième ligne, et vous voyez que j'ai dit tout divisé par cosinus θ, ces termes-là, donc vous avez cos θ sur cos θ qui fait 1, donc ici, et sin θ sur cos θ qui amène, pardon, ici il y a une erreur, d'ailleurs c'est un tangente, hop, tangente θ ici. Ok, alors, c'est là qu'on doit faire une petite réflexion. On suppose que le champ de contrainte est uniforme, ça veut dire qu'on a les mêmes contraintes, quels que soient les points M, et quelle que soit l'orientation de la facette, donc c'est-à-dire que les équations valables, ces équations ici doivent être valables pour tous les angles θ. Alors, puisque c'est cette condition qui est imposée, ça veut dire que par exemple sur les équations 2 et 3, vous devez avoir sigma 1, 2 plus sigma 2, 2 qui valent 0, parce que tangente θ n'est pas nulle. Donc, puisque tangente θ n'est pas nulle et qu'on veut que ça soit égal à 0, il faudrait qu'on trouve sigma 1, 2 soit en relation avec sigma 2, 2, quel que soit θ. Et la seule façon de le faire, c'est que sigma 1, 2, sigma 2 soit nul. De la même façon pour l'équation 3. Donc finalement, il nous reste sur la première équation, moins f plus s fois sigma 1, 1 égale à 0. Encore une fois, puisqu'on veut que ça soit pour tout θ, on a trouvé précédemment que sigma 1 et 2 vaut 0, donc ce terme-là, ici, disparaît. Donc là, on est capable maintenant d'écrire le tenseur des contraintes. Et le tenseur des contraintes, à partir de l'équation ici, qui va nous donner sigma 1, 1 est égal à f sur s. Donc je vais pouvoir écrire f sur s ici. Là j'ai 0, 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 0 et 0. Et la seule composante non nulle que j'ai pas encore analysée, c'est la composante sigma 3, 3. Mais comme j'ai aucun effort sur l'axe 3, je ne fais que tirer sur l'axe 1, bah, je ne peux pas développer de contrainte sur l'axe 3. Donc ça veut dire que je vais avoir sigma 3, 3 égale à 0. Et donc je vais me permettre de l'effacer et de le remplacer par un 0 ici. Voilà, donc le tenseur des contraintes en traction uniaxiale, comme vous pouvez le constater, il comporte une seule composante non nulle, qui est celle-là, f sur s. Une petite remarque, f sur s est positif, ça correspond à de la traction. Donc, quand vous avez un élément de tenseur de contrainte positif, ça correspond à une traction sur la diagonale. Si c'est négatif, ça correspondrait à de la compression. Je termine rapidement par la question 4. La question 4, c'est tout simplement une application d'une formule du cours numéro 6, qui consiste à écrire l'équilibre mécanique local, cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on regarde que tous les points matériels, par exemple le point M, soient à l'équilibre mécanique local. Et cette définition d'équilibre mécanique local est écrite sous la forme suivante: divergence du tenseur sigma plus la densité de force en volume égale à 0. Ici, on ne prend pas en compte la gravité, donc il n'y a pas de force en volume, donc ça veut dire que F égale à 0. Donc il nous reste juste à calculer la divergence de sigma. Bon, je vous rappelle que la divergence du tenseur sigma, c'est la divergence ligne par ligne du tenseur sigma. Donc en fait, on va avoir quoi? On va avoir sur la première ligne la dérivée par rapport à la coordonnée 1 de f sur s, plus évidemment 0 parce qu'il n'y aura plus rien à dériver. On n'a rien d'autre sur les dernières lignes. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve aussi 0 parce que forcément f sur s est une constante, ne dépend pas des coordonnées 1. Donc on a vérifié l'équilibre mécanique, ce qui nous permet de clore l'exercice.